Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur Python. Aujourd'hui, on va parler de parallélisme. Alors, dans les deux vidéos précédentes, on avait vu la notion de concurrence. On avait vu que la concurrence permettait d'optimiser la vitesse d'un script lorsque on a affaire à des tâches qui mettent un certain temps à s'exécuter. Avec le parallélisme, ça va être la même chose. On va pouvoir optimiser la vitesse d'un script lorsque on a des tâches qui mettent un certain temps à s'exécuter. Mais on va utiliser le parallélisme pour des raisons différentes. Dans le cas de la concurrence, on avait plutôt affaire à des tâches qui nécessitaient une forme d'attente, comme par exemple lorsque on attend la réponse d'un serveur pour récupérer des données, ou bien lorsque on attend la lecture d'un fichier. Par contre, dans le cas du parallélisme, on va avoir également des tâches qui vont mettre un certain temps à s'exécuter, mais pour une raison différente, puisqu'il va s'agir de tâches qui vont être intensives, c'est-à-dire des tâches qui vont nécessiter des calculs importants. Alors c'est le cas ici dans ce script, puisqu'on a une fonction qui va nécessiter des calculs importants. La fonction prend en paramètre un entier n, et quand on va exécuter la fonction, on va passer un nombre conséquent. Et avec cet entier n, on va aller regarder combien de nombres premiers on peut trouver jusqu'à cet entier n. Alors pour ça, on utilise une compréhension de liste, on vient boucler sur une rangée de nombres qui va jusqu'à n, et à chaque fois on va filtrer pour savoir si le nombre en question est un nombre premier. Pour ça, on utilise une fonction interne pour regarder si on a affaire à un nombre premier. Et en définitive, on vient afficher un message avec le nombre de nombres premiers que l'on a trouvé jusqu'à l'entier n. Comme dans les vidéos précédentes, on va mesurer les performances de notre script avec des marqueurs de temps. Et ici, on vient exécuter 5 fois la fonction, toujours avec le même argument, et il s'agit à chaque fois d'un entier n conséquent. Et donc ça va nécessiter des calculs importants pour récupérer le nombre de nombres premiers. On lance le script, et on voit qu'effectivement, on a un script qui est très lent pour récupérer à chaque fois le nombre de nombres premiers. En définitive, on a un script qui met 17 secondes à s'exécuter. Alors on va voir comment on peut améliorer les choses en utilisant le multiprocessing, qui va être une forme de parallélisme. Et en gros, l'idée, ça va être d'utiliser plusieurs processus en même temps pour effectuer les tâches de manière complètement parallèle. Pour faire ça, on va pouvoir importer un nouveau module, multiprocessing, et on va pouvoir créer des processus. Pour ça, on a un constructeur, process, et en argument, on peut passer une cible qui va correspondre à notre fonction, et on va pouvoir passer également les arguments que l'on souhaite passer dans notre fonction. Et on va pouvoir créer comme ça différents processus qui vont nous permettre d'exécuter des tâches en parallèle, puisqu'on va utiliser des processeurs différents pour effectuer ces tâches. Alors on n'a pas forcément besoin d'avoir 5 processeurs sur notre machine, 5 cœurs sur notre machine pour que ça fonctionne correctement. En réalité, votre machine va être capable de switcher entre les processeurs, même si on a un nombre de processus qui dépasse le nombre de processeurs. Mais en tout cas, il va bien y avoir plusieurs processeurs qui vont être utilisés pour effectuer des tâches en même temps. Alors pour ça, on va venir d'abord vérifier qu'on exécute bien le script directement. Donc on vient vérifier que la valeur de l'attribut magic name correspond bien à main. Et ensuite, il va falloir faire deux choses. Lancer les processus. Et ensuite, joindre les processus. Pour ça, on a deux méthodes. La méthode start et la méthode join que l'on peut appliquer directement sur les processus.
Et comme précédemment, on va venir mesurer les performances de notre script avec des marqueurs de temps. Et on va venir commenter le code précédent avant de lancer à nouveau notre script. Et on voit que cette fois-ci, on obtient bien l'exécution de nos 5 fonctions avec à chaque fois le nombre de nombres premiers, sauf que cette fois-ci, tout s'est fait beaucoup plus rapidement. On a seulement 6 secondes d'exécution pour arriver au même résultat. Et donc on a bien lancé des tâches en parallèle exactement au même moment en utilisant des processus différents. Alors si vous avez regardé l'avant-dernière vidéo, vous remarquez sans doute des similitudes au niveau de la syntaxe. C'est vrai que ça fonctionne un peu de la même manière. On vient d'abord créer des processus, ensuite on vient utiliser la méthode start et ensuite on utilise la méthode join. Pour autant, il ne faut pas confondre les deux. Dans l'avant-dernière vidéo, on avait utilisé un autre module, c'était le module threading, pour effectuer des tâches de manière concurrente. Ici, on vient utiliser le module multiprocessing pour effectuer des tâches en parallèle. Alors pour bien comprendre la différence entre les deux, on peut revenir sur la métaphore de la cuisine que l'on avait utilisée dans les 2 dernières vidéos. Dans le cas du threading que l'on avait utilisé dans l'avant-dernière vidéo, on avait dit qu'on pouvait imaginer une cuisine avec ses ustensiles et ses ingrédients, autrement dit un processus avec des ressources et de la mémoire, et que dans cette cuisine, on faisait intervenir plusieurs chefs, autrement dit plusieurs fils d'exécution, pour effectuer des tâches de manière concurrente. Par exemple, on va avoir un chef qui va faire bouillir de l'eau, et on va avoir un autre chef qui va couper des tomates, par exemple. Ensuite, dans la dernière vidéo, on avait vu la programmation asynchrone avec la boucle d'événements. Et dans ce cas, si on reprend la métaphore de la cuisine, on a affaire toujours à une cuisine, donc un seul processus avec de la ressource et de la mémoire. Et dans cette cuisine, on fait intervenir un seul chef, donc un seul fil d'exécution, mais simplement grâce à la boucle d'événements, eh bien on va faire en sorte que lorsque le chef est en train de faire bouillir de l'eau, eh bien il va pouvoir faire autre chose en même temps. Et maintenant, avec le multi-processing, eh bien là, il faut imaginer qu'on a plusieurs cuisines, donc plusieurs processus, avec à chaque fois ses propres ressources et sa propre mémoire, et que dans chacune de ces cuisines, on a des chefs qui viennent effectuer les tâches. Et donc, on voit que avec le multiprocessing, on vient décupler la puissance de notre script, puisque on va avoir plus de ressources et plus de mémoire pour effectuer des tâches en même temps. Et donc on comprend pourquoi on utilise plutôt le multiprocessing lorsque on doit effectuer des tâches intensives qui vont nécessiter des calculs importants. Alors on le voit, on a pas mal de codes qui se répètent, à chaque fois on vient lancer les processus, ensuite on vient joindre les processus. En réalité, on pourrait améliorer les choses en utilisant simplement une boucle. Alors pour ça, on va venir copier la condition et le marqueur. Ensuite, on va venir créer une liste de processus. Au départ, il va s'agir d'une liste vide, et au fur et à mesure, on va rajouter les processus dans la liste. Pour ça, on va utiliser une boucle. On va boucler sur une rangée de nombres. Précédemment, on avait créé 5 processus. Donc on va boucler sur 5 nombres. Et à l'intérieur de la boucle, à chaque fois, on va venir créer un processus en utilisant le constructeur process. Au niveau de la target, on passe notre fonction. Et au niveau des arguments, on va venir chercher notre nombre qui correspond à l'entier n jusqu'auquel on souhaite aller pour récupérer les nombres premiers. Toujours à l'intérieur de la boucle, on va lancer le processus,
Et on va également rajouter le processus à l'intérieur de la liste que l'on a créée juste au-dessus. Une fois qu'on a tous les processus dans la liste, on va pouvoir boucler sur la liste et on va pouvoir joindre les processus. Et enfin, on va venir afficher le temps écoulé. On va commenter le code précédent et on va pouvoir lancer notre script. Et on voit que, comme précédemment, on obtient toujours nos nombres premiers et le script met toujours un peu plus de 6 secondes à s'exécuter. Donc on obtient exactement le même résultat que précédemment. Et en réalité, on a fait exactement la même chose, sauf que on a réduit la duplication du code en utilisant une boucle. Alors comme c'était le cas avec les fils d'exécution, on va pouvoir également écrire les choses d'une autre manière en utilisant les futures du module concurrent. Pour que tout fonctionne correctement, une fois qu'on a importé le module, il va falloir modifier légèrement la fonction de départ. On va venir copier et coller la fonction et on va l'adapter. Au lieu d'utiliser un print, on va simplement retourner la longueur de la liste de nombres premiers. Ensuite, on va venir copier la condition et le marqueur de temps. Et on va utiliser le context manager. Et à partir des features, on va avoir accès à un constructeur, processPool executor, qui va nous permettre de créer un exécuteur pour un ensemble de processus. On vient lui donner un alias et on va pouvoir enregistrer des processus. Pour ça, on a une méthode submit et à chaque fois, on va pouvoir passer la fonction et les arguments. On reprend notre entier n et on devrait obtenir un objet qui va être un futures et qui va correspondre à notre processus. Alors on peut créer plusieurs objets. Et ensuite, eh bien, on pourrait utiliser le print au niveau du context manager et reprendre notre phrase. Et pour ça, on va venir chercher le résultat du processus avec la méthode result. Et on va pouvoir faire la même chose pour tous nos processus. Et comme précédemment, on va venir rajouter le marqueur de temps pour afficher le temps écoulé. On va venir commenter le code précédent et on va relancer notre script. Donc on voit que ça fonctionne à peu près de la même manière. Alors ici, le script est un peu plus rapide puisque on a lancé que 3 processus. Mais en tout cas, on obtient le même genre de résultat. L'avantage d'utiliser les futures du module concurrent, c'est que ça va fonctionner à peu près de la même manière que pour les fils d'exécution. Et donc à partir d'un seul et même module, on va pouvoir choisir en fonction des scénarios si on doit plutôt utiliser le multiprocessing ou bien le multithreading. Donc à partir du même module, on va pouvoir simplement adapter. Au lieu d'utiliser le process pool exécuteur, on peut utiliser le thread pool exécuteur et on peut adapter comme ça très facilement notre code. Comme précédemment, on va pouvoir limiter la duplication du code en utilisant une boucle. Alors on va venir copier le code précédent
Et sauf que cette fois-ci, au lieu de venir à chaque fois créer manuellement des futures, on va plutôt utiliser une boucle. Pour créer la boucle, on va utiliser une compréhension de liste. À chaque fois, on va venir soumettre notre fonction à l'exécuteur et on va faire ça pour une rangée de nombres qui va jusqu'à 5. On va stocker la liste dans une variable. Et ensuite, on va pouvoir boucler sur les futures en utilisant une fonction spécifique asCompleted qui va nous permettre de boucler uniquement sur les futures lorsque le processus est terminé. Et on va pouvoir afficher le résultat dans le terminal. On lance notre script. Juste avant, on va venir commenter le code précédent. On exécute. Et on obtient bien le même résultat que précédemment. Donc on a fait exactement la même chose, sauf que on a réduit la duplication du code en utilisant une boucle. Alors il existe encore une autre manière de présenter les choses. Cette manière, on l'avait déjà vu dans la vidéo sur le multithreading, puisqu'elle va fonctionner aussi avec les fils d'exécution. Et l'avantage de cette approche, c'est que l'ordre des résultats des processus va systématiquement correspondre avec l'ordre de lancement des processus. Ce qui n'était pas toujours systématiquement le cas jusqu'ici. C'est-à-dire que parfois, il pouvait arriver que un processus A soit lancé, qu'ensuite on lance un processus B, mais qu'on obtienne les résultats du processus B avant ceux du processus A. Et donc avec cette dernière approche, on va voir que on va pouvoir conserver l'ordre. On va venir copier le code précédent, et cette fois-ci, on va utiliser la méthode map sur l'exécuteur. Cette méthode map, elle ressemble beaucoup à la fonction globale map que l'on utilise avec les listes. En premier argument, on va pouvoir passer notre fonction, et en deuxième argument, on va pouvoir passer une liste d'arguments qui va être mappée sur notre fonction. Alors pour bien voir que l'ordre est conservé entre le lancement des processus et les résultats, cette fois-ci, on va utiliser des arguments différents. Pour notre entier n, on va commencer avec 10 000, ensuite on va mettre 100 000, et ensuite on va mettre 1 million. Et on va pouvoir passer notre liste d'arguments dans la fonction map. On stocke les résultats dans une variable, et ensuite on va boucler sur la liste de résultats, et à chaque fois on va afficher le résultat dans le terminal. On commente le code précédent, et on lance à nouveau le script. Et on voit qu'à chaque fois on obtient un nombre croissant de nombres premiers, ce qui prouve bien que l'ordre des résultats correspond avec l'ordre de lancement des processus. Pour conclure cette vidéo, on va montrer un exemple un peu plus concret de multiprocessing. On avait dit que le multiprocessing servait pour accélérer la vitesse d'un script lorsque on effectue des tâches intensives. Alors pour l'exemple, on va venir rajouter un dossier avec des images que l'on va copier dans notre répertoire. Et l'idée, ça va être de modifier ces images. On va les transformer en utilisant le multiprocessing pour accélérer la vitesse. Et comme il s'agit d'images que l'on va transformer, en définitive, on va manipuler des matrices de nombres. Et donc on peut considérer ça comme une opération intensive. On va commencer par commenter le code précédent. Et pour manipuler les images, on va utiliser un module externe bien connu qui s'appelle Pillow et qui va permettre de manipuler des images. Alors il va falloir
installer le module, toujours avec la commande pip install. Et ensuite, on vient renseigner le nom du module. Maintenant qu'on a installé notre module, on va pouvoir définir une fonction, transformer nos images. En paramètre, on va prendre le chemin de l'image. On va utiliser un bloc try except pour gérer les erreurs lors de la transformation de nos images. Ici, simplement, on va capturer une exception générale et on va retourner un message d'erreur. On va reprendre le chemin et également le message d'erreur. Ensuite, pour manipuler nos images, on va pouvoir utiliser le module Pillow que l'on vient d'installer. On va importer le constructeur image et on va venir utiliser le context manager. On a accès à une méthode open qui va nous permettre d'ouvrir une image avec Pillow. On vient passer le chemin de l'image et on va donner un alias à l'image pour pouvoir l'utiliser à l'intérieur du context manager. Et grâce au module Pillow, eh bien, les objets que l'on va récupérer vont avoir accès à différentes méthodes pour transformer les images. Par exemple, on a accès à une méthode resize pour redimensionner l'image. Et ici, en paramètre, on va pouvoir passer un tuple avec les nouvelles dimensions de notre image. Ici, par exemple, on va mettre 200 par 200. Et on va stocker l'image modifiée dans une variable. Ensuite, on va continuer à opérer des transformations sur cette image. Alors, on prend la dernière version de l'image et on va appliquer sur cette image la méthode convert. Et en argument, on va passer L pour luminescence. Et comme ça, on devrait récupérer une nouvelle version de notre image avec uniquement les teintes de gris. Ensuite, on pourrait appliquer un filtre sur l'image. Alors, on prend la dernière version de notre image, on utilise la méthode filter et on va venir importer image filter à partir de Pillow et on devrait avoir accès à différents filtres, notamment le flou gaussien. Et en argument, on va mettre 5 pour obtenir un flou léger. On stocke la nouvelle version de l'image dans une variable. Ensuite, on va venir dessiner sur notre image pour ajouter du texte. Alors pour ça, on va venir importer image draw. On a accès à une méthode draw et on va passer la dernière version de notre image. On devrait récupérer un objet spécifique. On va le stocker dans une variable. Ensuite, on va venir récupérer une police. Alors pour ça, on peut utiliser image font. Et on va venir charger la police par défaut de notre système. Et au niveau de la taille, on va mettre 30. On va créer également une variable pour stocker le texte. Et ensuite, on va utiliser notre objet draw. On a une méthode texte et on va pouvoir rajouter le texte sur l'image. Alors on va le positionner dans le coin supérieur gauche. Au niveau de la position, on va mettre 10, 10. Ensuite, on va passer notre texte. Au niveau de la couleur, on va mettre 150 pour obtenir une sorte de gris. Et on va passer notre police. Et maintenant, il ne reste plus qu'à sauvegarder notre image modifiée. Alors on va utiliser le module pathlib pour créer un chemin vers un dossier où l'on va mettre les images modifiées. Ce dossier, on va l'appeler output et on va venir créer le dossier s'il n'existe pas déjà.
Ensuite, on va récupérer le nom de notre image. Alors, si on passe des objets construits avec le module pathlib en tant qu'argument de notre fonction processImage, on devrait pouvoir récupérer le nom du fichier en utilisant l'attribut name sur le chemin. Et comme ça, on va récupérer uniquement le nom du fichier et l'extension à partir du chemin. On va stocker le nom dans une variable. Et ensuite, il ne reste plus qu'à sauvegarder notre image. Alors, on prend la dernière version de notre image, c'est-à-dire l'image floue sur laquelle on a écrit le texte. Et on va pouvoir sauvegarder l'image avec la méthode save. On passe le dossier de sortie et on vient rajouter le nom de notre image. Et on va simplement retourner une chaîne de caractères en indiquant que l'image a bien été transformée et on passe le chemin de l'image. Et maintenant, on va pouvoir travailler nos différentes images en parallèle en utilisant le multiprocessing. Alors à nouveau, on pourrait utiliser le process pool executor, mais on va montrer une dernière manière de faire en utilisant le module multiprocessing que l'on avait utilisé au début de la vidéo. On a accès à un constructeur pool qui va nous permettre de créer un ensemble de processus et qui va fonctionner de manière analogue au process pool executor. On va commencer par définir une fonction pour travailler sur plusieurs images. En paramètre, on va passer une liste de chemins. On pourrait rajouter une annotation pour montrer qu'il s'agit bien d'une liste. Et on va utiliser le context manager avec notre constructeur pool. Et comme c'était le cas avec le process pool executor, on va avoir accès à une méthode map. En premier argument, on va passer notre fonction processImage et on va venir mapper la liste des chemins sur la fonction processImage. On devrait récupérer une liste de résultats que l'on va venir retourner. Ensuite, comme d'habitude, on va venir rajouter notre condition pour exécuter la partie qui suit seulement si on exécute le script directement et non pas à travers un autre module. On va commencer par créer un chemin pour le dossier de départ qui contient toutes nos images. Alors ce dossier, il s'appelle Images et on va venir récupérer les chemins des différentes images. Alors pour ça, on peut utiliser une compréhension de liste et à chaque fois, on va venir récupérer les chemins à partir du dossier. Comme on a créé le chemin du dossier avec le module pathlib, on sait qu'on a accès à une méthode iterdir qui va nous permettre d'itérer sur les différents chemins du dossier. Et comme ça, on va récupérer tous les chemins des images. Ensuite, on va venir créer un premier marqueur de temps. On va venir utiliser notre fonction processImages et on va passer ici les chemins que l'on a récupérés juste au-dessus. On devrait récupérer la liste de résultats et on va venir boucler sur la liste de résultats et à chaque fois on va afficher le message dans le terminal, c'est-à-dire le message qui est retourné de la fonction. On rajoute le deuxième marqueur de temps et on va également afficher le temps écoulé en effectuant la différence entre nos deux marqueurs de temps. On lance le script et on voit que très rapidement on a réussi
à travailler sur toutes nos images. Le script a mis un peu plus d'1 seconde à s'exécuter. Et si on regarde dans le dossier Output, on a toutes nos images qui ont été redimensionnées. Les images sont grisées. On a également le flou et on a le texte sur les images. Tout fonctionne correctement et on a réussi à effectuer ces différentes opérations en parallèle pour gagner du temps. Et donc c'est tout à fait le genre d'opération que l'on pourrait exploiter avec du multiprocessing pour optimiser la vitesse de nos scripts lorsque on a affaire à des calculs intensifs. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur le concept du multiprocessing. Alors j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur Python.